Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 237e épisode de Pause Report, le podcast de Sailors qui décrypte, analyse et décortique l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 9 décembre, il est exactement 11h05 et nous allons parler aujourd'hui de ce qui a fait l'actualité voile de la semaine dernière, à savoir la révélation de Gitana 18 le mercredi 3 décembre à Lorient. Pour nous accompagner, celui qui aura la lourde charge, mais j'imagine aussi le bonheur de skipper ce nouveau bolide des mers. Il est chez lui à côté de Lorient. C'est Charles Caudrelier, bien évidemment. Salut Charles. Salut. Notre deuxième invité n'est autre que le directeur général du Gitana Team, Cyril Zardashti. Salut Cyril. Bonjour. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas besoin de longue introduction aujourd'hui parce que je vais vous laisser présenter dans le détail ce Gitana 18. On rappelle juste que c'est une conception conjointe entre Guillaume Verdier, qui avait déjà dessiné Gitana 17, et le Gitana Team, et qu'il a été construit en grande partie chez CDK Technologies à Lorient. Une construction qui aura duré 2 ans et nécessité 200 000 heures de travail, tandis que la mise à l'eau est prévue aux alentours de fin janvier. Voilà, avant de rentrer justement dans les détails, Cyril ou Charles, je ne sais pas qui va prendre la parole, pouvez-vous justement nous donner un peu le programme maintenant jusqu'à cette mise à l'eau qui est aussi presque aussi attendue que la révélation la semaine dernière du bateau qui veut prendre la parole? Vas-y, Cyril. Alors, en fait, là, donc, on a la partie, toute la partie composite du bateau est quasiment terminée. Hein. L'enveloppe, comme vous avez pu le voir sur la révélation, est faite. Aujourd'hui, toute l'équipe est attelée à maintenant monter la partie hydraulique, mécanique aussi un petit peu, et puis électronique et toute la partie également mécatronique. Donc, il va y avoir encore un bon mois et demi de travail de façon à ce qu'on soit opérationnel. Et puis, il doit s'ajouter à ça également la finition des appendices qui n'est pas encore, assez fin. Cyril, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement de cet épisode. J'imagine que cette soirée de révélation mercredi dernier, elle a été aussi un soulagement pour l'équipe parce que c'était bien évidemment un bateau très attendu. Tout le monde spéculait un petit peu sur ce qu'il allait devenir. J'imagine que c'était pas évident non plus de garder le secret que vous vouliez justement conserver autour de ce bateau. C'était ça aussi, oui, la difficulté, c'est-à-dire que ça fait il y a 36 mois de conception, hein, comme je l'ai déjà dit, et c'est vrai que construire un bateau pendant 2 ans, sachant toutes les innovations en fait que l'on y intégrait, bah, la confidentialité fait partie justement de la performance, et aussi l'idée c'était que on révèle vraiment le bateau et que ce soit pas on va dire une annonce où tout le monde était déjà bien au fait de ce qu'on allait dévoiler. Donc l'important là-dedans, au-delà du fait que sportivement et techniquement, c'était important que l'on garde cette confidentialité encore une fois parce que euh, compte tenu du fait qu'il faille 2 ans pour construire une unité, si les informations avaient fuité bien avant, on aurait très bien pu voir nos développements sur un autre bateau, ce qui était inconcevable. Et puis, il y a aussi cet effet d'annonce qui est important pour nous, c'est-à-dire que révéler un bateau en sachant que tout le monde est au fait de ce qu'on fait, bah forcément, c'est pas tout à fait la même chose. Bien évidemment. Revenons maintenant 3 ans en arrière. Charles, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles ont été les réflexions qui vous ont amené à lancer ce nouveau bateau? Est-ce que vous avez quand même étudié la possibilité de faire évoluer encore plus Gitana 17 ou finalement la décision de lancer ce nouveau bateau, elle s'est imposée d'elle-même et pourquoi vous avez fait ce choix? Bah, effectivement, on aurait pu faire évoluer G17, mais c'était un peu le bon moment aussi pour le vendre. Il était au sommet de sa gloire, un peu, on va dire. Et puis, on imaginait des solutions qui n'étaient pas forcément compatibles avec la plateforme, ou en tout cas très compliquées à mettre en place. Donc, et des améliorations sur la plateforme qui étaient possibles aussi. Donc, c'est vrai que tout ça
mis bout à bout, on s'est dit il fallait faire, un nouveau bateau et on a proposé quelque chose d'assez disruptif à notre armateur et ça lui a plu et c'est parti là-dessus donc voilà et c'est comme ça, voilà, nos idées, c'était quoi? C'était, simplement qu'on était quand même sur, la première génération de bateaux volants et on se rendait pas un peu tous compte, des points forts et des points faibles. C'est-à-dire on arrive à très bien à voler quand la mer est plate, mais dès que la mer se forme, très rapidement, on voit les polaires qui se dégradent fortement, on a du mal à aller taper les 35-36 nœuds de moyenne quand on est au large, alors que ces bateaux sont largement capables de faire plus de 40 nœuds par mer plate. Donc, on voyait qu'il y avait des gros progrès à faire de ce côté-là. Et puis, évidemment, on veut tous voler un peu plus tôt, hein. On décolle qu'aujourd'hui à 13-14 nœuds. L'idée, c'est si on pouvait gagner un ou deux nœuds, ou même plus, hein, mais voilà, la masse des bateaux fait que c'est compliqué d'aller chercher, décoller à 6-7 nœuds comme les bateaux de la Coupe América. Mais voilà, donc dans tous ces constats-là, on poussait vers la construction de Gitana 18. Et est-ce que vous êtes partis vous avez décidé de repartir d'une page blanche ou forcément ça pouvait qu'être une évolution de Gitana 17 dans le sens où est-ce que vous avez étudié, je sais pas, un catamaran, un monocoque à foil, du style, Coupe de l'América ou d'entrée vous vous êtes dit: «Bon ça sera plutôt on va plutôt aller dans la direction d'un trimaran, d'une évolution de G17»? Assez rapidement, la plateforme, on savait qu'on voulait un trimaran, donc Ouais. on s'est pas posé beaucoup de questions. Le monocoque, ça nous paraît, intéressant, mais c'est un peu un concept boat et ça va être compliqué quand même de les faire voler au large et puis finalement, on se rend compte que les bateaux, ils vont être, sans doute aussi lourds, voire plus lourds que les trimarans, donc c'était pas simple et puis nous on a un programme en solitaire, donc le trimaran depuis toujours reste un peu la solution qui nous semblait évident et Guillaume, là-dessus, on n'a pas beaucoup hésité, non. On est parti assez rapidement dans cette voie-là. Bon, on va justement maintenant passer le bateau en revue. On va commencer peut-être par la plateforme, hein, l'ensemble et la coque centrale et les flotteurs, et bras de liaison, plus le cockpit qui est maintenant complètement intégré à cette plateforme. Quels ont été un peu les grands est-ce qu'il y a eu des choix importants à faire là-dessus? Je demandais à Cyril, est-ce que sur la plateforme en elle-même, il y avait des grosses évolutions à faire par rapport à G17? Bah, disons que Charles va certainement rebondir sur ce que je vais dire, mais il y a eu un gros travail de fait sur vraiment la partie aéro. C'était un sujet sur lequel on savait il y avait notamment des choses à travailler, notamment sur la partie cockpit, puisque on l'avait vu notamment un précédent bateau. On a bien vu que le fait de rabaisser la partie cockpit était évidemment en termes de traînée bien plus intéressant. Maintenant, on avait aussi des choses à respecter par rapport à la classe ultime parce que ce bateau respecte les règles et ça c'est pour nous c'était très important aussi parce que la compétition elle n'a de sens que si on respecte les règles et donc il y avait une nouvelle règle de visibilité qui avait été écrite avec la collaboration de la classe bien évidemment et donc il était certain qu'on devait la respecter et pour le coup c'est le premier bateau qui respecte cette nouvelle règle de visibilité qui permet justement à ce que lorsqu'on est dans un cockpit, on puisse voir exactement ce qui se passe, ne serait-ce que devant. Donc, on a déjà cette première évolution et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le bras avant et bras arrière, notamment avec des bâches aérodynamiques qui sont vraiment plus grandes, plus élancées en tout cas, et qui permettent d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et une meilleure aéro. Et puis il y a beaucoup aussi, quand on regarde les formes de la plateforme, on a d'abord des flotteurs qui sont tulipés, ce qui n'était pas précédemment, avec des carènes encore plus plates et pour que justement ce soit planant et que lorsque le bateau justement tombe ou en tout cas retombe du vol, qu'il puisse rebondir et repartir encore dans un mode volant. Mais je vais laisser Charles peut-être continuer sur cette partie-là. Vas-y Charles. Non, non, bah, écoute, il a à peu près tout dit, hein. J'ai rien à rajouter. Juste justement, à propos de cette règle de visibilité, qu'est-ce qu'elle impose, quand tu es dans le cockpit? Ça veut dire qu'il faut que tu puisses avoir une vision à peu près à 360 quand tu es à l'intérieur du bateau? Non, c'est pas 360, mais de tous les postes de manœuvre, il faut que tu aies une vision périphérique assez importante, je sais plus exactement la cote. Ça a été assez compliqué, hein, ça aussi ça a fait un vrai, gruyère. C'est compliqué en structure aussi, puisque la structure du bateau passe par là.
Donc Ouais. c'était un gros challenge. On a passé pas mal de temps. On s'est bien aidé de la réalité virtuelle pour voir un peu les champs de vision qu'on avait. Donc on est plutôt content et c'est très agréable aussi de naviguer sur un bateau où tu vois bien, où tu vois tes voiles. Donc non, non, on est ravis de ça. C'était une contrainte, hein, c'est sûr, hein. On peut pas faire de l'aérodynamique optimum, c'est impossible avec, cette règle. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien cette règle et on était les premiers à vouloir qu'elle existe. Ça veut dire que tu vois, je crois, si j'ai bien compris, le pied de mât, tes voiles, à bâbord, à tribord et devant toi, quoi, en gros, c'est ça? Ouais, bah, j'ai au moins un champ de vision de 220°, c'est un peu Ouais, presque qu'on doit respecter d'ailleurs dans la marine marchande, hein. ouais, bien C'est pas sûr. une règle qui sort de nulle part. On a une certaine hauteur aussi, on peut pas être plus bas parce faut pouvoir voir quand tu es debout dans le bateau, voir, à une certaine distance de l'étrave. Donc il y a plein de paramètres comme ça qui rentrent en compte. C'était un vrai casse-tête, mais ça marche. Autre nouveauté, c'est le mât, qui est un peu plus grand que le précédent sur GL17 et surtout, doté de barres de flèches, dynamiques. Est-ce que tu l'as expliqué mercredi dernier, Charles, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi ce choix? Bah, c'est simplement, sur les mâts d'ultime qui étaient des Mael, on pouvait pas changer la forme du mât comme on peut le faire sur, plein de bateaux d'ailleurs de course, hein, avec des Bastac, avec des Patara sur et donc c'était un gros problème parce qu'on a souvent besoin de puissance pour décoller, mais dès qu'on vole, on a beaucoup de vent apparent et on veut affiner les voiles et donc on était un peu obligé de faire une voile à all purpose quoi, qui était capable de marcher dans tous les ranges, mais c'était loin d'être, efficace dans tous les temps. Bah, on s'est un peu inspiré de ce qui existe sur les petits bateaux et aussi ce qu'ils faisaient à la Coupe de l'America, sauf que c'est ce qu'ils font beaucoup, hein, et eux, ils utilisent, le Cunningham pour cintrer le mât, ça a été un peu le secret, de la première Coupe de l'America gagnée par les Néo-Zélandais qui avaient un peu poussé ce concept à fond. Bah, nous, on l'a poussé là, mais ça marchait pas, simplement avec un Cunningham, c'était compliqué. Donc on avait 2 choix pour centrer, c'était soit avec un étai ou par devant, mais ça nous exigeait des grosses charges et puis d'avoir un étai en permanence ou alors de jouer avec ses barres de flèches et on s'est vite rendu compte qu'avec peu d'énergie pour, réussir à cintrer ce mât, parce que c'est quand même important que je puisse l'utiliser facilement en solitaire et qu'on puisse être assez réactif, en fait, aussi même en équipage, cette solution des barres de flèches, est arrivée et ça nous permet vraiment d'aller chercher un grand range de puissance, ou d'aplatir, d'affiner la voile énormément, par rapport à ce qu'on faisait. Donc on c'est vraiment je pense un bon turbo, pour le bateau. Et ça, tu vas les bouger comment ces barres de flèches? Bah, en fait, il y a des vérins, hein, dans le mât Ouais. et on envoie de l'huile dedans tout simplement depuis en bas et ça nous permet de bouger, l'angle plus de 35°, donc c'est pas mal, hein. Ouais. Ça fait un gros changement de cintre et donc un gros changement de forme. Alors après on avait imaginé d'autres possibilités, mais c'est vrai qu'on est un peu contraint par la jauge, hein, parce que, heu, la vraie révolution finalement, ça serait de passer sur une aile ou une aile à quelque chose de rigide ou d'épais en tout cas. La double peau, c'est quelque chose qu'on a écarté assez rapidement parce que en termes de enfin, on se voyait pas gérer ça en tout seul et en termes de poids et puis ça n'apporte pas un gain signifiant et le vrai gain, ce serait de faire une aile à fente. Mais voilà, la jauge ne le permet pas parce qu'on a une surface maximum d'aile au port, enfin de mât plus baume au port qui est de 100 m², donc on peut pas faire, imaginer une fente ou quelque chose comme ça. Donc on est resté sur quelque chose de classique, mais je pense que un jour, la prochaine révolution, elle passera par là. Il faut qu'on nos moteurs sont quand même, très en retard sur notre châssis, on vole et on a toujours des ailes souples, donc voilà, il y a des progrès à faire là, mais bon, c'est très dur à réaliser sur un bateau de course au large, surtout en solitaire. On verra ce que nous sortent, nos amis de Ferrari. Je pense qu'ils vont être plus louables que nous, mais ils ont pas de contrainte de jauge. Ouais, on est tous pressés de voir ce bateau. Passons aux appendices, Cyril, on va parler des foils, en Y. Avant, vous aviez, des foils en L. Pourquoi ce choix? Là aussi, j'ai l'impression que c'est un peu inspiré de la Coupe de l'Amérique. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui a présidé à ces choix? Est-ce qu'ils ont été faciles à faire? Bah, peut-être que Charles sera plus à même de répondre, à à ce choix technique, on va dire. Oui, alors on va demander à Charles, toujours. Alors les foils, écoute, notre recherche, c'était quoi? C'était d'arriver à faire un foil, qui nous apporte plus de stabilité dans la mer et souvent la stabilité, bah, ça fait un peu à l'inverse de la performance, hein, parce que, bah, c'est comme ça malheureusement et le foil optimum, il est horizontal. Seulement le problème, c'est que, bah, il faut quelqu'un pour le régler en permanence, sinon le bateau quand il accélère,
et le foil se met à pousser plus et il décroche, il sort de l'eau d'un seul coup et tu décroches. Donc nous, on voulait pouvoir jouer un peu dans toutes les dimensions et pouvoir incliner le foil dans toutes les dimensions pour aller chercher soit de la stabilité, soit de la performance, pure dans les mers plates et en fait, avec ce foil qui peut canter, on peut vraiment, choisir l'orientation, de la partie aile dans l'eau, donc savoir si on la veut très horizontale ou plus verticale pour apporter un peu plus de stabilité et ensuite, on était un peu gênés, c'est que, on avait des formes constantes, donc avant on pouvait jouer que sur, l'angle de l'aile, un petit peu dans ce qu'on appelle le rec et ça nous limitait un peu, finalement, juste changer l'angle d'attaque. On était un peu obligé de choisir un foil qui marchait pour le décollage et d'aller très vite et on pouvait pas changer sa forme. Donc on a rajouté aussi le fait de faire un foil denté, ça nous a permis de facilement de rajouter des petits volets sur les ailes et de pouvoir soit, comme le mât d'ailleurs, hein, creuser le profil pour pouvoir décoller à basse vitesse ou alors l'affiner énormément quand on est à haute vitesse et repousser un peu la limite de cavitation, donc on arrive à faire un foil qui marche un peu dans toutes les conditions et qui peut être optimum à très haute vitesse, à très basse vitesse, qui peut être optimum sur une mer plate ou alors, sur une mer formée. Donc on peut vraiment, en jouant dans les 3 dimensions, on arrive à trouver, le réglage optimum en fonction des conditions. Donc ça nous donne vraiment, une grande possibilité d'aller chercher la performance maximum. C'est aussi des foils qui sont directement greffés sur le flotteur et non plus, dans des puits de foils. Pourquoi ce choix? Bah, c'était justement pour pouvoir, les basculer, changer cet angle, de l'aile dans l'eau et choisir d'avoir quelque chose d'assez vertical qui va se stabiliser quand le bateau va monter et on va sortir rapidement à une grande surface de l'aile et le bateau va arrêter de grimper et de sortir et le foil de sortir de l'eau. Ou alors, quand on veut aller vraiment accélérer et qu'on a une mer plate, on le met plus plat et Ouais. c'est beaucoup plus performant parce qu'on hem après, l'autre intérêt qu'on a trouvé, sur la bascule de foil, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on abîmait beaucoup nos foils dans le stockage et parce que le foil au vent, bah, qui était pas utilisé, il est stocké assez haut, à l'endroit du coude, hein, en fait, à l'endroit et ça venait les impacts de la mer venaient taper et Ouais, ouais. régulièrement on abîmait, le coude et c'est la partie la plus importante, quasiment du foil et on perdait beaucoup, beaucoup de perfs, mais voilà, entre le moment où on mettait à l'eau et même quelques jours après avoir navigué un peu et que c'était un peu détérioré, on enregistrait déjà des pourcentages de pertes et sur les tours du monde, on était plus à 10-15-20 de perte de performance à cause de l'état de ce coude. Donc ça nous permet de le sortir complètement de l'eau et puis c'est intéressant aussi de le sortir complètement de l'eau parce qu'avant le foil au vent, bah, il venait souvent taper la mer et c'était un frein et dans le petit temps aussi, on traînait, ces bouts de foil, qui servaient à rien, quand on volait pas. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un truc, optimum dans tous les temps et de protéger notre foil, quand on l'utilise pas. D'accord. On va parler au Safran. Sébastien Sanson qui est le responsable du bureau d'études, du Gitana Team disait que c'était vraiment peut-être la plus grosse innovation, de ce bateau avec des safrans en U inversés. Est-ce que on va continuer avec toi puisque je crois que Cyril est peut-être moins disposé à parler technique que toi, Charles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, je crois que Sébastien disait aussi que vous avez passé quasiment 2 ans sur ce dossier. Quelles ont été un peu les réflexions et finalement, à quoi vous avez à quoi vous avez abouti, sur ces Bah, safrans? comme les foils, c'est parti un peu de notre demande auprès des architectes. On leur a dit: «Bah, nous, on trouve que les safrans sont trop courts et qu'on perd du contrôle et que ça nous oblige à ralentir par moment, voire, parfois on fait des sorties de route, hein». Et nous, ce qu'on voulait, c'est voler plus haut, donc voler plus haut, ça veut dire, bah, il fallait encore allonger les safrans et on les a voulu les rejoindre beaucoup et à un moment, bah, ça a été drivé par la structure, en fait, si tu veux faire quelque chose de plus profond et qui garde du contrôle, ça devient compliqué parce que plus la pelle est longue, évidemment, plus elle a tendance à se tordre sous l'effort. Ils sont quand même contraints à des gros efforts, latéraux et puis, le plan porteur aussi pousse très fort et engendre, des phénomènes aussi de torsion, des choses comme ça. Donc on était un peu, on était soit obligé de faire une énorme poutre, quelque chose de très épais, pour avoir quelque chose qui se tient et donc hem, entraîner Hydro, c'était catastrophique et c'était vraiment drivé par la raideur et la raideur qu'on voulait aller chercher, ben, ça nous imposait de faire quelque chose de très épais, donc qui traînait énormément et c'est là que en discutant avec Guillaume, on est arrivé à cette idée de faire, 2 bras, 2 jambes et évidemment, c'est très intéressant, hein, puisque on comprend bien que c'est plus facile de tenir quelque chose, en latéral comme ça, qu'avec 2 branches qu'avec une seule branche.
juste sur sa raideur. Donc ça c'est arrivé. Bah, le problème, c'est qu'après, on savait pas comment les faire tourner, c'était assez compliqué, les monter, les descendre et puis, et c'est là qu'est arrivé aussi ces histoires de flaps. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant et que ça pouvait éviter aussi des pertes de route quand la sa le safran se met en travers de la piste. Ça nous arrive, hein, de ça nous arrivait souvent d'avoir le safran qui se mettait complètement en travers de la piste et qui décroche. Donc là, la partie fixe, à l'avant est complètement bloquée et on a juste le flap. Donc ça va éviter aussi sans doute ces phénomènes-là et en termes d'hydrodynamique, c'était assez intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de porter, ce plan porteur, en fait, quand l'ancien safran se déformait, le plan porteur avait tendance bah, qui est horizontal à la base, avait tendance à se verticaliser et à engendrer des efforts, parasites, dans le mauvais sens et puis plus pousser autant et là, l'avantage, c'est quand il se déforme, ce truc-là et ben, le plan porteur reste toujours horizontal et ça, on s'en est rendu compte en 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 travaillant sur ces systèmes-là, donc ça a vraiment beaucoup d'intérêt pour nous. On va finir au niveau appendice sur la dérive, qui est une dérive plus grande que la précédente avec une aile dorée, je crois, qui est aussi un peu plus volumineuse. C'était quoi le choix sur la dérive, Charles? Alors, en fait, la dérive, le problème qu'on avait beaucoup, c'était la cavitation. Et pourquoi on a de la cavitation? Parce qu'il y a souvent l'interface entre la partie verticale, donc le shaft et le plan porteur, bah, ça génère, des dépressions, à la zone de la jonction et on se battait beaucoup, et c'était le point faible un petit peu en termes de cavitation. C'est elle qui partait en premier en cavitation, sur le quand on naviguait à haute vitesse. On avait repoussé la cavitation assez fortement, sur les voiles du diesel, mais sur la dérive, on était donc ce qu'on a fait, qui est important, qui se voit pas, qui peut-être bon, se voit moins, c'est que le plan porteur, il est décalé, hein, il est Ouais, reculé par rapport à la partie verticale. Donc ça, c'est un énorme gain en termes de cavitation. C'est complexe à faire et complexe en structure, parce que il faut une pièce pour rejoindre le plan porteur et la partie verticale, mais en tout cas, c'était très intéressant et ça nous a permis aussi on a aussi essayé d'affiner, d'affiner ce la enfin d'affiner la surface en fait, ça reste à peu près la même puisqu'on est bloqué par la jauge. On peut pas dépasser 1,15 m et on n'a pas tellement changé la surface par rapport au Gitana 17. Par contre, on a fait une aile beaucoup plus allongée, donc avec plus de finesse et c'est pour ça qu'on a dû la faire en métal. À un moment, on s'est rendu compte ouais. qu'en carbone, on n'arrivait pas à les tenir, qu'elles se tordaient de rire et que c'était pas très bon en termes de traînée et en termes de poussée donc c'est quand même un élément qui doit être amené à pousser plusieurs tonnes, pour décoller et puis au portant dans certaines conditions donc on a vraiment cherché à faire, un appendice très efficace et qui cavite, beaucoup plus tard donc qui nous ralentit moins, hein, parce que dès qu'on cavite, ça augmente la traînée et en plus on perd de la poussée donc c'était que négatif et ça abîme énormément les appendices surtout. Cyril, pour la fabrication de toutes ces pièces, est-ce que vous avez, alors la plateforme a été faite chez CDK, mais est-ce que vous avez, fait appel à des sous-traitants ou comment où ont été fabriqués, tous ces appendices? Alors, on a gardé en fait un historique avec les fournisseurs avec lesquels on travaillait précédemment. Pour nous, en fait, l'histoire est importante et la manière dont on l'écrit. Et c'est vrai que on a continué à travailler avec Refraschini, qui est une société qui se trouve en Italie, société qui avait notamment construit pardon, nos appendices et notamment les foils. Et puis également ces trois technologies pour la partie safran. C'est important aussi qu'on ait justement cet historique avec ces fournisseurs-là parce qu'ils ont d'abord la technique de construction, mais aussi la manière dont nous on veut que ces appendices soient construits. Et donc on aurait très bien pu imaginer en tout cas faire appel à d'autres fournisseurs, mais aujourd'hui on va dire dans une construction à long terme et c'est vrai que on va dire que la, la manière de construire les choses, en tout cas avec eux, était importante et la confiance aussi avec laquelle on leur donne justement nos plans et la mise en œuvre est un sujet majeur en tout cas parce que évidemment quand on met ça en place sur la plateforme, enfin en tout cas on attend à ce que ça fonctionne plutôt rapidement. Ouais, ouais. Il y a énormément d'hydraulique sur ce bateau, hein. Je crois qu'il y a 44 vérins hydrauliques, il y en avait 18 sur Gitana 17. C'est une tendance inéluctable sur ce type de bateau, Cyril?
Bah, effectivement, on est parti donc on va dire qu'on a 3 fois plus d'hydraulique maintenant sur le bateau, mais tout simplement parce que, enfin en tout cas 3 fois plus de vérin, tout simplement parce que tous les systèmes en fait sont plus complexes. Quand on voit le foil qui bouge en 3 dimensions, qu'on a la dérive qui est également avec son plan porteur, enfin tout ça est relié à chaque fois à des vérins. On se retrouve sur les foils avec des flaps dissociés. Donc, évidemment, et on le voit notamment sur les bateaux de la coupe, l'hydraulique prend une place majeure en fait sur ces bateaux parce que aussi les charges étant tellement importantes qu'on peut plus les faire supporter par uniquement des bouts et en tout cas des palans. Et c'est vrai qu'il en va aussi de la sécurité du marin et de l'équipage quand il manie justement l'ensemble de ces pièces, notamment dans les manœuvres. Charles, à bord, ça facilite ou ça complique la tâche du skipper d'avoir autant d'hydraulique? Il y a plus de boutons, il y aura plus d'huile à déplacer, c'est sûr, mais après, on est sur de la course au large, c'est-à-dire que l'intérêt de ce bateau, c'est d'avoir un réglage moyen, plus tolérant qu'avant. Donc, je vais avoir plus d'artifices à régler, mais une fois que je serai bien réglé et en tout cas, réglé plus ou moins correctement, ça va être beaucoup plus tolérant qu'avant. J'aurai beaucoup moins besoin de jouer, donc c'est vraiment l'objectif. Donc voilà et puis il y a des choses que je suis pas obligé de faire. Je veux dire le mât par exemple, c'est un turbo, mais si à un moment je suis épuisé ou j'ai plus envie de régler, je peux trouver un réglage moyen, je serai au moins, performant comme avant, donc je suis pas obligé de jouer sur tous les artifices, mais voilà et puis il y en a beaucoup qui sont beaucoup de vérins sont juste des simples hooks pour bloquer des systèmes ou des choses comme ça. Donc c'est pas des choses qui vont me demander beaucoup de consommation d'énergie de ma part, donc non, non, c'est juste, bah, on avait besoin de tous ces vérins, hein. C'est une c'est on prend c'est du poids aussi, hein, qu'on accepte de prendre pour Bien pouvoir, sûr, ouais. avoir plus de façons de régler le bateau. Un mot sur le pilote automatique. Charles, tu expliquais, mercredi dernier que vous aviez choisi de développer en interne ce pilote avec la société WDS. Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi? Bah, en fait, ça faisait un moment qu'on essayait de parce que le pilote automatique qu'on avait avant, c'était une évolution du pilote que j'utilisais depuis de nombreuses années, même depuis que j'ai commencé la voile, ça les pilotes, Brooks et en fait, on avait rajouté des surcouches dessus qui nous permettaient d'avoir un peu, qui jouaient un peu avec la vitesse du bateau, la gîte du bateau, tous ces paramètres-là, parce qu'avant c'était largement insuffisant, il suffisait juste du suivi de cap ou d'angle de vent. Mais bon, le pilote en lui-même était pas performant, en fait et on a essayé de demander des évolutions, ça venait pas et à un moment, on a dit: «Bon, bah, on va prendre les choses en main». On avait pas mal travaillé aussi sur le développement des surcouches et puis, assez rapidement, elles se retrouvaient sur les autres bateaux donc ça commençait un peu à nous agacer et on était un peu frustrés on voyait que, bah, là, on repartait sur quelque chose de nouveau donc est-ce qu'on allait repartir sur cette génération de pilotes qui, pour moi, sont totalement obsolètes? Alors qu'aujourd'hui, il existe des choses beaucoup plus pointues à faire donc en fait, avant, c'était des simples automates et là, on appelle ça des MPC, des modèles predictive control. C'est des pilotes qui ont à peu près qui ont le modèle du bateau dans leur cerveau et qui donc comprennent comment le bateau fonctionne et sont capables beaucoup plus d'agir comme un marin et d'anticiper comme un marin les mouvements et savoir les réactions du bateau quand ils vont à corriger un cap. Parce que c'est pas un pilote, de base qui va juste corriger bêtement un cap et puis, il va voir ce qui se passe et si le bateau change d'attitude et que le cap revarie parce qu'il a changé d'attitude, il va recorriger encore et en fait, c'est pas très performant, quoi. Donc là, pour résumer, en fait, il intègre beaucoup plus d'anticipation, que comme le ferait un barreur humain. Donc le but, c'est de se rapprocher d'un pilote qui barre, comme un humain et qui barrera mieux qu'un humain puisque, un humain fatigue et c'est vrai qu'à bout d'une heure à la barre de Gitana 18, on perd très rapidement de la performance, hein. Et puis la nuit, c'est très difficile de voler parce qu'on n'a pas les repères d'altitude, toutes ces choses-là. Alors que lui, ben, il va être nourri par toutes les données, ces données-là, et il va pouvoir vraiment agir en conséquence. Donc, on n'avait pas évidemment le savoir-faire et la société WDS, c'est des gens extrêmement brillants qui ont cette compréhension, du bateau et du pilote et qui maîtrisent ce sujet-là et qui nous ont vraiment bluffés, par ce qu'ils ont réalisé en quelques mois et on a beaucoup travaillé avec eux parce que nous, on pouvait tester le pilote, on l'a pas testé sur un vrai bateau, hein, mais on l'a testé sur notre simulateur Ouais. et ça nous a permis de faire énormément de progrès. Donc il y a beaucoup de développement, ensemble,
mais on est convaincu que c'est l'avenir et je conseille à tous mes petits camarades d'aller les voir parce que il y a du gros gain. Je pense qu'il y a beaucoup de gains à faire en IMOCA, par exemple. Voilà, il y a sûrement de l'intérêt parce que bah, c'est quelque chose qui arrive à aider le bateau à voler et à corriger pour que le bateau vole bien. Alors, faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit d'être asservi, hein, parce que Ouais, ouais, bien je sens sûr. qu'il y avait y avoir des fantasmes autour de ça en disant ils sont asservis. Non, il est capable d'asservir le bateau si on lui donne les moyens dans son algorithme. Mais là, aujourd'hui, il n'agit que sur les safrans, mais vraiment comme peut le faire un homme qui barre, donc avec beaucoup plus d'intelligence et d'anticipation qu'un pilote classique. Mais l'asservissement, il pourra être utilisé en mode record, hein, c'est ça? Ouais, l'assertissement, on peut l'utiliser en mode record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre de l'énergie parce qu'en fait, il faut beaucoup d'énergie pour, asservir. C'est envoyer de l'huile dans tous les systèmes. Ça, on a le droit de le faire sur les records, pas en course puisque c'est l'énergie doit venir de mes bras et donc c'est pas possible et oui, du coup, on pourra ouvrir cette dimension. Il est capable de vraiment gérer, tout le bateau en 3D et d'agir sur tous les actionneurs du bateau. Mais encore faut-il lui donner la possibilité. Tu parlais de gains tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler des gains de performance maintenant attendus avec ce Gitana 18? C'est hyper dur à dire parce que c'est basé sur, beaucoup la stabilité. En performance pure, oui, on a gagné, des pourcentages par rapport à certaines allures. À d'autres, on n'en a pas forcément gagné, hein, parce que, mais par contre, là où on espère gagner, c'est quand la mer va se former. C'est-à-dire que quand les autres vont commencer à voler moins bien et ben, nous, on continuera à voler parfaitement. Puis quand ils voleront presque plus ou très mal et ben, nous, on espère, voler encore un peu et la différence, elle se fait là, hein. Moins ta coque va toucher l'eau, moins souvent, voilà, plus tu vas aller vite. Donc, dès que la mer est formée, la coque touche l'eau quoi qu'il arrive et nous, on veut essayer de réduire, ces temps où elle touche l'eau et c'est là où on espère des gains. Donc je pense que ça peut être important, sur le papier et quand on le teste en simulateur, en tout cas, c'est très difficile, de réaliser la mer en simulateur. C'est très difficile de la définir, de la décrire dans le simulateur et que ça soit réaliste. On a réussi à pas mal de temps à avoir quelque chose qui ressemble. En tout cas, quand on met, notre nouveau bateau et notre ancien bateau dans de la mer, dans le simulateur, les gains sont impressionnants en termes de stabilité et donc en termes de performance. Et vous décollez plus tôt? Décoller plus tôt, normalement, oui, puisqu'on a cette possibilité, la vitesse de take-off avec ses foils, elle est plutôt autour de 20 nœuds, alors qu'on était plutôt 25 nœuds. Donc ça, c'est le virtuel. Maintenant, on va voir dans le réel, il faut pas grand-chose pour qu'un appendice, marche moins bien que prévu, avec tous ces systèmes, toutes ces volets, ben, c'est des jonctions. Ces jonctions, si elles sont pas parfaites, ou s'il y a des petites entrées d'air, elles peuvent vraiment dégrader le foil. Donc ça va être l'enjeu, on va y arriver. Ça et sur la Coupe de l'Amérique, ils y arrivent, hein, mais et on a pas mal d'astuces qui viennent de là aussi et on avait déjà bien réfléchi à notre truc, mais il y a plein d'interrogations et il y aura sûrement plein de développement et d'améliorations. Le bateau sera pas à 100 de son potentiel, loin de là, au départ et dans ces dégradations, il y aura forcément un peu toutes ces jonctions, tous ces systèmes, sur lesquels on va devoir travailler, hein. Finissons justement par le réel. Cyril, quel va être alors un peu le programme de prise en main de ce bateau? Quels sont un peu les objectifs pour l'année de 2026? Disons qu'on a un programme assez dense, hein, pour 2026, même si, en termes de course, c'est pas le cas, mais on a beaucoup de tests à faire, beaucoup d'entraînements, avec Charles parce qu'évidemment, il va falloir qu'il prenne en main le bateau. On se souvient qu'avec, Gitana 17, on avait mis, 2 ans à le mettre au point. J'espère que là, ce sera plus court. Donc on va commencer déjà dans un premier temps, après la mise à l'eau, de faire nos tests statiques, voir déjà si, sur toute la partie, charges, elles sont tenues et correspondent bien au cahier des charges. Ensuite, on a une période de mise au point qui va être assez courte puisque assez rapidement, on ira en Méditerranée pour participer à l'Odyssée ultime qui aura lieu fin avril. S'en suivra d'un retour en entraînement, encore une fois de la préparation et puis évidemment, on a en ligne de mire et ce qui reste l'objectif majeur, de l'année 2026 et pour l'équipe et pour Charles et pour finalement le bateau, c'est, le départ de la Route du Rhum le 1er novembre prochain puisque, nous sommes tenants du titre et Charles, ira justement le défendre, en sachant que malgré tout, on a, un temps de préparation qui est court
Mais ça fait partie justement des challenges qu'on se fixe et qu'on essaiera de tenir sans se mettre plus la pression que ça. Ouais, sacré défi d'attaquer par rapport à la route du Rhum. Charles, on va terminer avec toi. Est-ce que j'imagine que tu as déjà beaucoup navigué entre guillemets en simulateur sur ce bateau. Est-ce que tu as l'impression déjà de bien le connaître? Oui, oui, on a déjà en tout cas, on le comprend bien, donc ça va nous aider. On y a passé tellement de temps qu'on comprend bien comment il marche, mais c'est vrai que, la vraie complication pour nous, ça va être le réglage des foils parce que cette capacité qu'on a de pouvoir régler dans tous les sens, en latéral, en longi, et de jouer sur la forme du foil, ça laisse beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de choix et ça va être le gros enjeu, pour nous et puis après, bon, on s'attend tout est virtuel, on n'a pas les sensations, donc on ne sait pas trop comment on va réagir. On pense que le bateau va être un peu plus nerveux de la forme de ses foils qu'avant. Est-ce qu'on va pas se faire un peu plus peur qu'avant? C'est vrai qu'on avait du confort. Normalement, non, hein, on a mesuré toutes ces choses-là, on par des chiffres et tout, on pense que le bateau est quand même plus sage et justement plus facile à mener tout seul. Mais ouais, il y a un gros enjeu, mais ça nous passionne et ça va être super intéressant. Mais on c'est vrai que sur le foil, on part presque d'une feuille blanche pour la façon de régler le bateau. On a beaucoup de choses à apprendre, quoi. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à tous les 2 de nous avoir, expliqué un peu dans les détails ce Gitana 18 qu'on est pressé de voir à l'eau. J'imagine que vous aussi. Et ben, on vous souhaite une bonne journée et quant à nous, on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!